Bonjour et bienvenue à l'acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité, le rendez-vous du lundi au vendredi pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre en direct et en simultané sur les médias leaders TweetTV et WattFM. Vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougouma Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma, bonjour, président, bonjour, éditeurs et téléspectateurs. Après les marches des 3 et 4 juillet dernier, l'heure est au bilan au chef de file de l'opposition politique, initiateur de ces manifestations pour dénoncer la crise sécuritaire et surtout apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité. Quel bilan dressé sur le plan organisationnel? La mobilisation était-elle à la hauteur des attentes? Le message est-il passé? Des questions que nous allons poser à notre convoqué du jour, Eddy Komboigo, chef de file de l'opposition politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, président. L'audition avec les juges, c'est tout à l'heure. Ça sera après la première virgule de cette émission, les avant-propos. Juge Bougman, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Alors, ce qui a retenu mon attention, c'est cette polémique soulevée par cette affaire de la maladie à coronavirus, où il nous revient que la version qui a été effectivement donnée en Afrique, je dis donnée, en Afrique, n'est pas conforme aux normes ou aux standards fixés par l'Union européenne. Conséquence, même si vous vaccinez dans ces pays, en tout cas dans plusieurs pays africains, ce n'est pas reconnu. Parce que c'est un vaccin AstraZeneca, bien sûr, mais ce n'est pas c'est un produit AstraZeneca commandé par le COVAX, reconnu par l'OMS, mais l'Union européenne a ses standards et donc refuse effectivement de reconnaître ce vaccin-là. Ça pose en même temps effectivement un autre débat. Je pense que le seul pays, l'un des rares pays africains reconnus, c'est le Maroc, mais qui a commandé ses propres vaccins, donc qui a payé ses propres vaccins. Donc, ça soulève aussi en même temps la polémique parce qu'il y a notre ministre de la Santé qui a dit que c'est le même vaccin reconnu par l'Union européenne qui est vacciné ici, alors que quand on lit l'article, le Burkina ne fait pas partie des pays dont c'est reconnu. On parle du Maroc, mais on dit que le Maroc effectivement a commandé. Alors, question, pourquoi est-ce que c'est cette version qu'on nous envoie? Et deux, pourquoi nos autorités ne nous ont pas dit la vérité si elles savaient que ce n'est pas ça? Ou elles aussi, elles ont été flouées. Si c'est comme ça également, que les autorités sortent nous dire, nous aussi, nous avons été trompés. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Puisque c'est un don. Étant donné que c'est un don, est-ce que nous avions eu effectivement les capacités de vérifier la qualité des vaccins? En tout cas, c'est une grosse question effectivement qui se pose. Mais il y a effectivement des questions à se poser. Parce que AstraZeneca, de ce que nous avions avec des compatriotes qui y sont établis, qui se font vacciner, c'est même pas ce vaccin également qui est utilisé là-bas. C'est une autre version qui est utilisée. Donc les doses sont là. Elle avait demandé, mais pour le moment, elle les a mis en stand-by. Donc question, qu'est-ce qui se passe? C'est ça aussi. Les pays africains, puisqu'on a travaillé toutes ces années-là à être dépendants d'une main extérieure. Et toutes ces personnes qui étaient venues pour nous aider à nous passer effectivement de cette ère-là, nous on a préféré qu'ils aillent faire autre chose en attendant que nous continuions de faire la même chose, espérant un résultat contraire. La maladie à coronavirus est venue dans le contexte burkinabé pour avoir l'autorisation, ne serait-ce que pour tester certains produits pour voir au nom des intérêts, lois et tout. Tout a été bloqué. Donc, qu'est-ce que nous, on a pu faire en termes de mesures endogènes au plan national, sous-régional et même continental? Que dalle. Donc, ne soyons pas aussi étonnés du résultat que des gens se lèvent un matin, nous livrent un vaccin, tout en sachant que si l'Union européenne ne reconnaît pas, elle n'a pas dit que le vaccin n'est pas bien. Les labos qui ont fabriqué, nous ne les reconnaissons pas, ce n'est pas dans nos normes. Mais ils ne mettent pas en doute le vaccin, mais ils disent qu'ils ne reconnaissent pas sa qualité parce que ça ne rentre pas dans leurs critères. Voilà tout le débat. Et donc, dans ces conditions, si vous venez, vous allez le faire là-bas parce que ce n'est pas reconnu. Et si, effectivement, la condition pour d'ailleurs voyager à un moment donné, ça va être le vaccin, naturellement, pour entrer, ils vont vous dire, si ce n'est pas le vaccin qui est reconnu par
l'Union européenne, même si c'est vacciné, vous ne rentrez pas. Parce que c'est comme si vous n'avez pas fait. Donc je pense qu'il y a un vrai débat de fond qui se pose. Et j'ai dit là, nos autorités doivent des explications au Burkinabé. C'est vrai ce que le ministre a dit, ou bien ce n'est pas vrai. Est-ce que le Burkina est concerné par ces pays majoritaires en Afrique? La plus grande partie des pays africains ne sont pas concernés. Et pardon, les doses qui ont été injectées là-bas ne sont pas reconnues. Donc c'est aussi la grosse interrogation. Et donc j'ai dit, on a des autorités qui nous donnent des explications parce qu'on veut en savoir davantage. Parce que ceux qui rêvaient que si le vaccin est administré, ils pourront voyager allègrement, c'était d'ailleurs la condition fixée par la Mecque. Et donc, des gens, certainement, c'était dans le cadre de ce pèlerinage à la Mecque là qu'ils avaient pris le rang. Au Niger, les uns et les autres ne chômaient pas. Malheureusement, bon, cette année, le pèlerinage avec d'autres pays d'ailleurs n'aura pas lieu. Mais au Niger, il y a des milliers qui s'étaient fait vacciner dans le cadre de pouvoir aller à ce pèlerinage. On se lève un matin, on dit que ce n'est pas reconnu par certains pays. Vous faites quoi? C'est ça mon avant-propos de ce matin. Merci, juge Bougma. Juge Va. Oui, merci, Président. Avec ce que Bernard dit, ça fait sourire parce que c'est ça la réalité de notre monde à deux vitesses. On a une même firme qui est AstraZeneca, qui produit les mêmes vaccins, certains en Europe et d'autres en Inde. Et c'est ceux qui sont produits en Inde qui nous sont envoyés qui posent problème, Covishield comme ils appellent. Bon, c'est la réalité que c'est ce monde-là aussi dans lequel nous sommes. Moi, j'avais un avant-propos, ça concerne le Mali. C'est que le 5 juillet, il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta et son fils, c'est Karim Keïta. Et c'est dans l'affaire de la disparition d'un journaliste, celui de l'hebdomadaire Le Sphinx, c'est Birama Touré. Ça fait quand même 5 ans qu'on n'a plus vu ce monsieur. Un beau matin, il a disparu comme ça. Comme si il y avait eu un coup de baguette magique. Mais pour beaucoup, le fils de l'ancien président devrait avoir des informations sur cette disparition. Et il y a eu beaucoup de révélations, notamment dans la presse malienne, sur cette histoire-là. Et pour les Maliens, ils se souviennent très bien que le fils avait été même convoqué dans cette affaire-là, mais il a mis en avant son immunité en tant que député pour ne pas venir répondre. Voilà la réalité aussi du monde dans lequel nous sommes. C'est que la roue, elle tourne. Aujourd'hui, il se susurrait qu'il était à Abidjan. Aujourd'hui, il y a un mandat d'arrêt international. Donc, de gré ou de force, il va devoir venir répondre de ce qui lui est reproché. Donc, comprenons que puissant un jour, c'est pas puissant toujours. Et ce qu'on pose comme acte lorsqu'on a le pouvoir dans ses mains, il faudra comprendre que quand on ne l'aura plus, on devra soit en être fier ou soit répondre de certaines dérives que nous nous sommes permis. Et voilà la réalité aussi qui rattrape. On ne dit pas qu'il est coupable, mais aujourd'hui, il n'est plus dans les dispositions qui arrivaient à l'extrait de la justice. C'est un citoyen malien qui devra répondre des actes qui lui sont reprochés. Et là, il y a une presse malienne qui est très ardue là-dessus et qui reste droit dans ses bottes et qui attend vraiment que la lumière soit faite parce qu'un journaliste ne disparaît pas comme ça. Et depuis 5 ans, on n'a plus de traces de ce monsieur-là, ce journaliste de l'hebdomadaire Le Sphinx. Et c'est l'heure d'apprendre au moins quelques vérités, si il est vrai que le fils de l'ancien président en a. Et donc, ce serait intéressant qu'il vienne répondre. C'est mon avant-propos de ce matin. Merci, messieurs les juges. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Je l'ai dit en début d'émission, le tribunal de l'actualité auditionne ce matin Edi Komboego, chef de file de l'opposition politique. Les marches des 3 et 4 juillet dernier, bilan et perspectives, c'est le sujet enrôlé pour la présente convocation. Merci d'être passé sur ce plateau. Comme on l'a dit, ce matin, nous allons parler en tout cas des marches qui ont été organisées samedi et dimanche. Mais avant, une première question. Le chef de l'État, dans son adresse à la nation le 27 juin dernier, lançait un appel aux partis politiques, notamment ceux de l'opposition et les organisations de la société civile. Il disait entre autres qu'il fallait surseoir à ces marches-là, faire bloc contre le terrorisme. Est-ce qu'avec le recul, vous avez fait le bon choix ? Merci, Président. Mais avant de répondre à votre question, je souhaiterais rebondir sur l'avant-propos du juge Bougma par rapport au vaccin AstraZeneca. Il a tout à fait raison. Vous avez vu comment le gouvernement l'a fait avec spectacle
en montrant que c'était le vaccin le plus sophistiqué, le meilleur, et que ça ne risquait rien, tout en sachant qu'il y a toujours un risque. Et voilà qu'aujourd'hui, on dit que l'Union européenne ne reconnaît pas. La référence mondiale, c'est l'OMS. Mais quel est le laboratoire au Burkina Faso qui peut tester un médicament pour nous dire, en réalité, que ce que l'on reçoit comme stock est un stock normé, un stock accepté par tous. À partir du moment où l'OMS reconnaît, l'Union européenne n'a pas reculé, parce que l'Union européenne s'aligne d'ailleurs sur les normes de l'OMS et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que si notre AstraZeneca n'est pas reconnu par l'Union européenne, qui ne peut pas être reconnu par l'OMS, et s'il n'est pas reconnu par l'OMS, c'est qu'il ne représente pas les normes qu'il faut. Maintenant, la question qu'il faut se poser, quelles sont les conséquences? Alors, il vous est bon de convoquer le professeur Charles Ouedraogo, qui est le ministre de la Santé, devant votre tribunal. Sinon, je me réserve le droit de le convoquer devant le vrai procureur du Faso. D'accord. Comme je l'ai dit, première question, message du chef de l'État, appel à surseoir à ces marches-là. Est-ce qu'avec le recul, vous avez fait le bon choix d'appeler justement vos militants et les populations dans la rue? Nous avons entendu l'appel du président du Faso. Et je pense que c'est quand même le président du Faso. Nous avons analysé son appel et nous étions à un niveau où nous ne pouvons pas faire recul. Il a fait des réajustements dans son gouvernement, mais on n'a pas immédiatement le résultat. Nous avons dit que notre marche avait un esprit pédagogique. Il fallait peut-être conscientiser l'ensemble de tous les Burkinabés que nous vivons une guerre et que le comportement devait changer, qu'un soutien devait être apporté aux forces de défense et de sécurité, au VDP. Et arrêter cette marche au simple réajustement du chef de l'État ne nous convenait pas. Et en réunion, et quasiment à l'unanimité des partis membres du cadre de concertation, nous avons décidé de maintenir les marches. Ça s'est bien passé. Vous avez bien constaté, contrairement aux cris de coup d'État par-ci, préparation de coup d'État par-là, tantôt qu'il est en Côte d'Ivoire, il a reçu de l'argent, je suis là. Je vous ai dit, nous sommes une opposition républicaine. Dans l'ensemble, ça s'est passé, ça s'est bien passé. Vous ne poserez pas la question, mais vous savez dans combien de provinces ça s'est fait? Nous avons sur 45 provinces, il y a eu 42 provinces qui ont pu marcher, qui sont allés remettre le document au commissaire, qui ont pu marcher. La remise du document, c'est autre chose. Les 3 provinces qui n'ont pas pu aller marcher, il s'agit du BAM, la Koubandiari et puis des Balais. Pour quelles raisons? Le BAM, c'était d'abord pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a plein d'orpaillage dedans, dans cette zone-là. Il y a eu des concertations, ils ont dit qu'ils allaient réfléchir pour le faire autrement parce qu'ils risquaient des attaques. Koubandiari, c'est la même chose, c'est une zone réellement touchée par l'insécurité. Bon, ils se sont dit qu'il fallait peut-être qu'ils se concertent davantage. Mais pour les Balais, c'est une question de coordination entre les partis de l'opposition de la zone. Mais tous ces partis-là se sont dit que le week-end prochain, ils allaient prendre les dispositions pour que les marches s'y déroulent, pour que les 45 provinces soient bouclées. D'accord. Alors, vous l'avez dit, il y a eu débat autour de l'opportunité de cette marche-là. Même au sein de l'opposition, il y a eu des voix qui se sont élevées pour estimer que ce n'était pas le bon moment. Pendant qu'il y avait cette polémique, on entend que le président Edi Komboego est au bord de la lagune Ébrié. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous êtes parti en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez rencontré Blaise Compaoré? Est-ce que c'était dans le cadre de cette marche-là? Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré le président Compaoré, mais ce n'était pas dans le cadre de cette marche. Vous savez, à chaque fois que je vais en Côte d'Ivoire, j'ai des affaires en Côte d'Ivoire. Vous savez, je suis un homme d'affaires, je travaille un peu partout. Je ne peux pas arriver en Côte d'Ivoire sans aller lui dire bonjour, ça manquerait de sa santé. Mais ce n'avait absolument rien à voir avec la marche. Absolument rien à voir. Peut-être avant de passer la parole au juge, en homme politique, certainement que vous devez peut-être comprendre que cette visite-là était inopportune. Est-ce que vous n'avez pas eu cette analyse-là? Parce qu'effectivement, ça a soulevé débat. Non, pas du tout, parce que cette visite avait été planifiée. Et j'avais des opérateurs qui devaient venir, venaient d'ailleurs, du Ghana, d'Afrique du Sud,
pour me rencontrer en Côte d'Ivoire. Eh bien, je ne pouvais pas ajourner. Et ça, je vous dis, je suis un homme, je travaille également, je gagne ma vie autrement que par que la politique. Donc, je devais les rencontrer. Je ne peux pas arriver en Côte d'Ivoire et faire 48 heures sans aller lui dire bonjour. Maintenant, la confusion que ça portait et la spéculation que les uns et les autres voulaient, en fait, c'était une spéculation purement politicienne pour détruire, enfin, pour démobiliser au niveau de la marche. Mais je crois qu'ils ont tout raté. La preuve est que je suis rentré mercredi et je suis allé acheter mes léquets et nous avons bel et bien marché. D'accord. Dans le juge. Merci. Calmer la discipline. Merci, Président. Avant de poser la question, vous me permettrez une précision sur ce que j'ai dit en avant-propos, parce que ça peut créer la confusion. Le vaccin est distribué à travers le programme COVAX de l'OMS. L'OMS reconnaît le vaccin. Maintenant, c'est un vaccin AstraZeneca produit en Inde, donc des sites qui sont en cours d'évaluation par l'Union européenne. Et comme l'évaluation n'est pas encore terminée, elle ne les reconnaît pas. C'est pour ça, selon je dis, il faut que je donne la précision, parce que si on dit l'OMS ne reconnaît pas, ça ajoute autre chose. C'est même le programme COVAX de l'OMS qui distribue pour permettre aux pays de l'avoir. Mais l'Union européenne n'a pas encore évalué les sites, donc ne peut pas reconnaître le vaccin. Mais c'est l'Union européenne elle seule. C'est la précision que je voudrais donner avant de préciser, parce que ça peut créer effectivement la confusion, puisque c'est produit en Inde. Mais voilà. En même temps, il y a certains pays de l'Union européenne qui ne sont pas montés intransigeants là-dessus, parce qu'ils savent que le Covishield, comme on l'appelle, voilà, c'est pareil avec ce que... C'est d'ailleurs même la firme AstraZeneca qui produit, et c'est pareil avec ce qui est donné en Europe. Maintenant, il y a des pays comme la Suisse, je pense l'Allemagne et quelques autres, qui ont déjà donné leur quitus pour le faire accepter. Maintenant, c'est la France qui est encore en train de regarder, mais ça devrait se faire assez rapidement. Mais la vérité aussi, c'est qu'au fond, ça n'enlève pas trop tous les problèmes qu'il y a autour. Parce qu'on pensait que lorsqu'on est vacciné, on peut directement entrer dans le territoire européen comme on veut. Mais il y a des pays qui sont ceux des zones rouges qui ne pourront toujours pas venir parce qu'ils ont encore un fort taux de prévalence en matière de maladies à coronavirus. Quand vous prenez l'Inde, vous prenez la RDC, vous ne pouvez pas aller faire des voyages touristiques en Europe parce que vous êtes de la zone rouge. Et même pour ceux qui seront vaccinés, vous allez voir, ça sera quand même difficile parce qu'on va vous demander de monter patte blanche. Et je pourrais qu'on vous demande aussi de prouver que vous êtes négatif lorsque vous arrivez. Donc, ça ne change pas grand-chose. Merci pour ces précisions. Il me permet de relancer. Mais vous êtes en train de parler des choses à l'OMS et autres. C'est bien. Dites-moi au Burkina Faso quel est le laboratoire qui vérifie. Dans une production industrielle, en Inde ou ailleurs, il peut y avoir des erreurs de production. Il peut y avoir des insuffisances de production. Dans la qualité, il faudrait également qu'une fois que le produit est là, que l'on ait un laboratoire qui puisse tester et confirmer qu'effectivement ça répond aux normes avant de les utiliser. C'est ce dont je reproche ici à mon pays. Et ce n'est pas seulement mon pays, il y a plein de pays africains. On peut mutualiser les forces pour pouvoir avoir un laboratoire d'un certain niveau, type 3 ou type 4. Bon, type 3, déjà, c'est déjà pas mal. Mais vous voyez, c'est ce qui manque aujourd'hui qui peut poser des problèmes. Ce que nous souhaitons, c'est que ces vaccins soient efficaces et n'aient pas de conséquences énormes. Voilà. Alors, vous l'avez dit, cette question peut et doit faire l'objet d'une convocation. Nous allons y penser. Mais revenons au sujet qui nous retient ce matin, les marches des 3 et 4. Déjà, question de généralité, monsieur le juge. Bon, question de généralité par rapport à cette marche, je n'ai pas. D'accord. Juge va. Bon, je reviens sur la question que vous avez posée à un moment donné. Je pense que notre convoqué l'a un peu esquivé. Est-ce que, après, vous ne vous dites pas que c'est quand même une erreur dans le contexte d'avoir rencontré Blaise Compaoré, puisque ça pourrait prêter à interprétation? Pas du tout. Pas du tout. Tout le monde sait que si Edi Komboïgo va en Côte d'Ivoire, Edi Komboïgo rencontre Blaise Compaoré. Ce n'est pas caché. Les populations le savent. Je suis président d'un parti où il est président d'honneur. Aller rencontrer Blaise Compaoré, ce n'est pas un crime. Oui, mais c'est le contexte. Tout au contraire. Vous savez que nous sommes déjà en réconciliation, nous avons amorcé. Peut-être vous y aurez beaucoup de choses, ce dont on discute. Peut-être dans le cadre de la réconciliation, dans le cadre de son retour, dans certains cadres, il y a plein de questions soulevées qui ne sont pas des questions qui relatives à la marche en tant que telle. Donc, voyez-vous, quand on se voit, on parle
des questions générales, mais ce n'est pas spécifiquement. Je ne me suis pas levé pour aller en Côte d'Ivoire rencontrer Blaise Compaoré parce que je dois marcher. Non, pas du tout. Je peux vous le rassurer. Quand vous dites vous parlez de tout, justement sur la question de réconciliation aujourd'hui, parce qu'il est surtout au centre, il dit quoi? Non, vous le saurez très bientôt. D'accord. Alors, vous l'avez dit, ce n'est pas une erreur et c'est connu de tout le monde. Une fois à Abidjan, vous rendez visite au président, en tout cas l'ancien président Blaise Compaoré. Ce qui est sûr, c'est que ça a sémé le doute dans la tête de beaucoup de leaders d'OSC qui se sont d'ailleurs démarqués de votre marche. Comment vous l'avez vécu? Quel OSC? C'est le ballet citoyen, par exemple. Le ballet citoyen, c'était toujours démarqué de chef de file de l'opposition. Depuis que j'ai été installé, nous n'avons jamais eu de contact. Et le ballet citoyen a préféré une action judiciaire qui peut ne même pas prospérer. Vous voyez, c'est un jeu politicien également. Vous savez, je regarde le ballet citoyen, parfois je souris de mes moustaches, parce que voilà des gens qui se disent patriotes. Et là, il y a mort d'homme. On préfère aller dire, il y a responsabilité, nous allons confier ça en justice, mais donner de la voix pour que le gouvernement sache et change de fusil d'épaule. Nous les attendions, ils ne sont pas venus, mais vous avez vu que c'est pas parce que le ballet citoyen n'était pas là que la marche ne va pas réussir. Nous comptons d'abord sur nos propres forces, avant de compter sur les forces. Il n'y a pas que le ballet citoyen qui est, comme on appelle, OSC, et les autres OSC sont restés. Nous avons compté une dizaine qui étaient là. Donc, il n'y a pas de raison de se plaindre. Nous souhaitons qu'il y ait un rapprochement, qu'il y ait des ententes. Peut-être qu'un jour ou l'autre, j'y rendrai visite au palais citoyen pour qu'on s'asseye autour de la même table pour se comprendre. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension entre le ballet citoyen et le CDP. À l'époque, parce qu'il y a eu des marches les 30 et 31 octobre, et jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de contact. Il nous appartient en tant que responsable, premier leader, de faire cette démarche-là. Ne vous gênez pas, moi je le ferai un jour ou l'autre. D'accord. Oui, juge Bougman. Oui, en lien avec l'action judiciaire du ballet citoyen qui peut effectivement ne pas prospérer, il y a aussi un homme d'affaires burkinabé qui est pris comme on appelle ça, complice ou qui fait partie des bras financiers du terrorisme, cité par des journalistes d'investigation. Ça a été aussi l'objet d'une des plaintes des balais citoyens. Au niveau du chef de file de l'opposition, quand vous avez appris une telle information, compte tenu du fait que nous sommes sous la menace des terroristes, quelle a été la décision que vous aussi vous avez décidé de prendre? Nous avons attiré l'attention du chef de l'État qui dit qu'il y a des enquêtes qui sont ouvertes, enquêtes administratives là-dessus. Et donc, nous attendons de voir. Lors du dialogue politique? Peut-être dans d'autres circonstances. Vous l'avez dit lors du dialogue politique ou dans d'autres circonstances? Non, je dis dans d'autres circonstances. Le dialogue politique avait un thème. D'abord, c'était juste pour les questions électorales. Nous avons souhaité qu'il y ait la question de sécurité, parce que c'est ça qui prime d'abord pour les Burkinabés. Il faut vivre avant d'aller aux élections. Il faut qu'il y ait la sécurité du territoire et la sécurité des hommes pour qu'on puisse aménager le code électoral à des élections. Donc nous avons estimé qu'il fallait inscrire le code et la sécurité. Maintenant, qui finance et qui ne finance pas, nous ne sommes pas allés jusqu'à ce point. Les ministres de la Défense et la Sécurité sont venus nous faire des exposés avec le chef d'état-major général des armées. C'était en 1h30. Nous avons souhaité qu'on ait plus de temps pour poser des questions et comprendre. Donc c'était juste pour comprendre leur stratégie, la stratégie, parce que nous ne voyons pas. Vous vous souvenez que moi j'avais déjà posé la question au Premier ministre de savoir s'il avait une stratégie. Donc ils nous ont exposé, et permettez que je m'arrête là, parce que ça relève du secret militaire, comme ils le disent. Voilà. Alors, est-ce que si effectivement l'enquête aboutit à des plaintes qui doivent être déposées à des poursuites, le chef de file de l'opposition pourrait se constituer partie civile dans cette affaire au regard de la gravité des faits? Nous regarderons. Encore faut-il que le chef de file de l'opposition ait des éléments. Le chef de file de l'opposition n'a pas ouvert une enquête en la matière. Mais il appartient au gouvernement d'ouvrir une enquête pour savoir si... Au cas où, effectivement, tout est bouclé. Écoutez, mais le gouvernement est déjà une partie civile, n'est-ce pas?
le gouvernement estime qu'il faut poursuivre l'opérateur économique, il poursuivra l'opérateur. Ce dont nous ne voulons pas faire, c'est prendre l'initiative de poursuivre quelqu'un pour que ce soit des règlements de compte en opérateur économique. Il faut avoir beaucoup d'informations là-dessus avant de s'aventurer dans une poursuite judiciaire. D'accord. Juge Var. Oui, tout à l'heure, c'est parce que vous qui avez évoqué la démarche qui a été celle du balai citoyen. Pour vous, ça ne peut pas prospérer? Non, parce que, voyez-vous, pour poursuivre un certain nombre de personnalités publiques, c'est peut-être pas le tribunal de grande instance, c'est la haute cour de justice. On peut recevoir le dossier et puis déclarer incompétent. Peut-être qu'ils vont repartir ailleurs, mais peut-être faut-il se faire conseiller surtout par des avocats avant d'ester en justice. C'est ce que je pense personnellement. Parce que j'ai échangé avec mes services juridiques. Ils m'ont dit non. Et moi-même, je suis juriste. Ça veut dire. D'accord. Mais pour revenir de façon plus large dans la question de la marche, on est un peu aussi dans les généralités, on est un peu au fond. C'est qu'avant que vous ne marchiez, donc les 3 et 4, on a vu le week-end d'avant déjà des sorties à Titao où c'était un peu plus chaud. Il y a le haut commissariat qui a été donc saccagé. Il y a eu d'autres marches ailleurs avec tout aussi des revendications et la même ferveur, peut-être pas autant de dégâts. Et il y a beaucoup qui, au regard de tout cela, s'est dit il y a une opposition qui est en train de saisir une balle au bond, qui est en train de voir comme une vague qui vient et qui surfe là-dessus. Vous, quand vous entendez ces critiques, vous pensez que c'est une balle au bond? Peut-être que l'opposition a initié ces marches-là. Ah bon? Vous savez, oui, il n'y a qu'à regarder à Kaya, celui qui était en tête, c'est le secrétaire général du CDP. Nous avons été touchés et nous sommes en contact avec nos sections et de sous-sections là-bas. Et quand ça ne va pas, on échange. Il faut donner de la voix. Ils ont commencé à donner de la voix, nous allons repris. Nous, en tant que CEFOP, nous ne pouvons pas agir sans concerter le cadre de concertation. Peut-être ça nous a mis un peu en retard par rapport à leur action. Mais nous sommes réunis, nous avons décidé. Je suis porte-parole de l'opposition. Pour organiser le porte-parole là, il faut bien écouter les membres du cadre de concertation de l'opposition. Et peut-être qu'eux, ils sont plus réduits. En se réunissant en 2-3 jours, ils décident de marcher avant que le cadre de concertation ne se réunisse, mûrisse la question et décident de lancer une marche sur les 45 provinces. Et les 10 provinces ont remarché encore. Quand on avait reçu Tahirou Barry ici, il a dépeint la réalité, parlant de la situation encore de déplacés internes. Et il y a une question que Bernard lui avait posée, qui avait quelque peu fâché, sur laquelle il n'a pas voulu s'étendre. Moi, je vais vous la reposer. Peut-être pas au chef de file, pas au président Eddy du CDP, mais au porte-parole notamment de l'opposition. Est-ce que votre cadre de concertation, quelle est la dernière fois que votre cadre de concertation est allé sur un site des déplacés internes? Ce n'est pas le cadre de concertation, c'est Eddy Komboigo. Seul. Parce que, voyez-vous, le cadre de concertation n'est pas une structure formelle en tant que telle. D'accord. Donc, vous savez, quand vous lisez le statut du chef de file de l'opposition, on ne reconnaît que le chef de file de l'opposition. C'est clair. Oui, il n'y a que lui que l'on reconnaît. Maintenant, on lui demande d'être le porte-parole de l'opposition. Et c'est pourquoi il crée un cadre de concertation. De la même manière, chaque parti a ses actions. Le fait de venir dans le cadre de concertation ne vous dissout pas de vos obligations en tant que chef de parti. Et nous sommes allés à Kongoussi. Vous avez vu que je suis allé même avec des vivres. Je suis allé à Kaya avec des vivres. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est pour ça que j'ai d'abord exclu Eddy Komboigo. Je voulais parler du cadre. Le CEFOP n'a pas un budget pour faire des actions sociales. Il faut reconnaître cela. Le CEFOP n'a pas de budget pour ça. Le budget du CEFOP, ça vaut absolument rien. Voilà. Donc, mais ce n'est pas parce qu'on n'y pense pas. Nous interpellons le gouvernement et surtout le ministère de l'Action sociale de ne pas tarir, de prendre toutes les dispositions pour aller écouter et apporter les besoins, résoudre les besoins des populations déplacées. Nous avons reçu Madame la ministre au CEFOP. Nous lui avons dit, elle a dit qu'elle a sur place des structures qui s'occupent des vivres. Mais c'est vrai
qu'on est toujours dans le besoin, les besoins ne sont pas totalement satisfaits, mais le gouvernement fait ce qu'il peut. Mais vous connaissez, vous êtes expert comptable, vous savez les limites financières du gouvernement. Donc, on se fait aider par le HR et puis d'autres structures, soit en bilatéral, soit en multilatéral. Donc, pour nous, c'est le suivi. Mais les gens continuent de crier et leur situation précaire. Et nous, en tant qu'opposition, nous sommes leur porte-voix. Dernière question dans la série que j'avais. Quand on regarde, c'est vrai qu'aujourd'hui vous dites voilà la situation donc dans laquelle nous sommes, vous la dépeignez, celle sécuritaire, c'est elle qui devait être au cœur des débats et des échanges entre le pouvoir et vous l'avez exigé lors du dialogue politique, parce que pour vous les questions électoralistes ou les questions liées aux élections, ça devrait peut-être venir après. Mais entre-temps aussi, il faut reconnaître que c'est vous aussi, l'opposition et le pouvoir, qui avez mis au centre de tout la question de la réconciliation. C'est Solane qui est venu nous rappeler tous que, attention, on est en train de s'intéresser à autre chose et qu'il y a plus urgent. Non, pas du tout. Lorsque nous avons discuté de l'ordre du jour. Voyez-vous, c'est parce qu'il y a eu peut-être, c'est le chef d'État qui arrête l'ordre du jour. Il nous consulte. S'il n'y a pas la question sécuritaire, nous lui demandons d'inscrire la question sécuritaire. En 2019, il y avait même une convocation sans la question sécuritaire. Nous avons répondu en disant il faut inscrire la question sécuritaire. Cette année, on l'a inscrit, mais avec 1h30. Nous avons dit on ne peut pas venir là-bas en 3 jours discuter de la question sécuritaire en 1h30. Nous avons voulu avoir une journée tout entière. Ça a été accordé. Voilà. Ouais, ben je dis que ça revient aujourd'hui. Le dialogue, c'est après Solane. Donc, je veux dire, ça revient. Je veux dire, la question sécuritaire revient de façon centrale. Se planifie par rapport à Solane. Non, mais je veux dire que la question sécuritaire, elle est, bon, parce qu'on est aussi sur le terrain politique où tout ce qui arrive à un moment donné peut être utilisé d'une façon ou d'une autre. Solane est venu remettre au centre de tout la question sécuritaire. Mais parce que vous-même, tous les politiques là, vous étiez sur le débat de retour de celui-ci, pas retour de celui-ci, comment on va planifier ceci. C'est la question de réconciliation seulement vous mettiez devant. Un dialogue politique où le premier point traitait de la sécurité. Solane ou pas. C'est la responsabilité des politiques. Solane ou pas. Mais Solane est venu effectivement, comme il y a eu le déclic. Il y a eu des mois, quand même 138 mois officiellement, nous savons qu'il y en a plus. Ça ne peut pas ne pas toucher tout le peuple burkinabé. Et nous sommes, en tant que politiques, les premiers concernés à donner de la voix. Et donc, il n'y a pas de raison. Je ne crois pas que le président Compaoré ait fixé la date du dialogue politique en pensant à Solane. Non, il avait fixé selon son calendrier et selon son agenda. Et Solane est venu entre-temps. Et ensuite, nous avons suspendu, nous sommes allés, et le massacre des policiers est également arrivé. Et là, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et il faut donner plus de voix pour que le gouvernement entende raison. D'accord. Juge Bougma. Autrement dit, s'il n'y avait pas eu Solane, peut-être que les 1h30 allaient vous suffire. Non, je vous dis que lorsque on nous a donné, nous avons immédiatement réagi en disant à 1h30, nous ne pouvons pas discuter de la sécurité. Nous avons exigé une journée. Voyez-vous, pourquoi voulez-vous que j'aille dans votre sens alors que la réalité en est autre? Il faut savoir entendre raison, monsieur le juge. C'est pas que nous n'entendons pas raison. Je pense que le président ne veut pas accepter quelque chose. Ce que nous disons, c'est que tous, moi je parle de la classe politique de façon générale, étaient dans un autre débat où c'était la question de réconciliation des Burkinabés. Quelquefois même, on cherchait le contenu même de cette réconciliation. C'est vers ça et que tout le monde était tourné et petit à petit, la question sécuritaire était passée un peu en second. Juge Vaillant, vous voulez la vérité? La question réconciliation n'était même pas inscrite dans le dialogue politique. C'est l'opposition encore qui a exigé, a demandé à ce qu'on inscrive le dialogue politique, la réconciliation nationale. Nous avons dit que le président Kaboré a nommé un ministre d'État en charge de la réconciliation, lui a donné une lettre de mission de concevoir le projet de processus.
de réconciliation. Ce n'est même pas le projet, puisqu'il semble qu'il y a un Conseil national d'orientation qui va venir et ensuite il y a une structure qui va venir valider le processus, de concevoir le projet, qui va être adopté en Conseil de ministres et qui va être servi et soumis aux structures qui seront mises en place. Et ce sont ces structures qui seront autonomes pour décider maintenant du processus de réconciliation. Nous avons exigé ce dialogue politique, que le ministre d'État, Zéphirin Diabré, vienne nous faire le point de l'état d'avancement. Et ça a duré à peu près 2 heures. Un exposé d'environ 45 minutes et puis des questions de compréhension. D'accord. Peut-être pour revenir à la marche, et notamment celle de Ouagadougou, est-ce qu'il y a eu une revue des pancartes avant le début de la marche? Parce qu'on a tout lu, on a tout entendu. Finalement, on se demande, est-ce que les CEFOP avait le contrôle? C'est comme si vous avez lancé un appel et chacun est venu faire sa marche selon son centre d'intérêt. C'est l'impression qu'on a eue. Non, vous savez, lorsque vous réunissez des centaines de milliers de personnes, vous ne pouvez pas tout contrôler. Nous avons fait des réunions et nous avons demandé à tous ceux qui avaient des pancartes de venir estampiller. On a reconnu, voilà le message. Nous avons donné le type de message à donner. Alors, quand vous sortez, vous vérifiez. Vous vérifiez ce qui est écrit. Mais nous avons appris que des gens s'apprêtent pour venir donner tel ou tel message. Nous avons alerté la sécurité que ce n'est pas l'objet de notre marche. Si c'est des messages qui sont hors objet, il faut récupérer. Et c'est ce qui a été fait. Il y a certains, à peine sortis, on a récupéré. D'autres ont pu filer. Il semble même que le drapeau de la France, ces gens-là, on ne les reconnaît pas. Qu'on a tenté de brûler, que nous avons... Donc vous avez été débordés? Non, c'est pas que nous avons été débordés. Vous avez vu le monde. Il suffit seulement que quelqu'un écrive quelque chose, mette sous sa chemise et arrive au moment où on commence la marche, il soulève la pancarte. Comment vous contrôlez cela? S'il n'y a pas de service de sécurité, c'est pourquoi nous avons pu récupérer ce qui n'allait pas dans notre sens. Et il y en a qui sont raisonnables, lorsque nous leur avons dit, voici l'objet de notre marche, si vous voulez, vous venez, nous avons bien expliqué. Il y en a qui ont profité pour s'aimer ce qu'ils veulent faire. À ce moment, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Mais nous avons déjà averti la sécurité et ça a été récupéré. Bon, comme je l'ai dit, on a tout lu. On parle de libérer Djendjere, appeler Compaoré. On a vu certains qui demandent même qu'on reparte, qu'on renoue. Vous avez des panneaux libérer Djendjere? En tout cas, on a entendu des manifestants scandés. Les manifestants scandés, vous ne pouvez pas les fermer la bouche en disant de ne pas scander si vous scandez ça. Nous avons décidé une marche silencieuse. Voyez-vous, même cette marche silencieuse, nous sommes à Ouagadougou. Lorsque vous demandez une marche silencieuse, en principe, on ne devait pas crier. On devait faire un discours et descendre, marcher calmement. Mais lorsqu'il y a un attroupement, il se devient marcher. Les vendeurs de sifflets, de vuvuzela sont arrivés et puis les gens ont acheté. Et se sont mis à siffler. On a dit, mais écoutez, c'est une marche silencieuse. Certains jeunes ont dit, mais vous ne nous avez pas consulté. Nous devons donner de la voix pour que le gouvernement nous entende. Et si c'est par les sifflets, par les vuvuzela, ils préfèrent le faire de cette manière. Ben, il y a quelques-uns, mais la marche s'est bien déroulée. Il n'y a pas eu d'incident, il y a eu simplement un accident, une fracture. Et nous sommes en train de suivre le malade. C'est tout ce qu'il faut. Remercier Dieu Tout-Puissant. Alors, sur cette marche, il y a les victimes de l'insurrection populaire également qui ont, donné de la voix, alors que votre avis estampillé, c'est un hommage aux martyrs, alors qu'ils disent, qui appellent à ne pas marcher avec vous, parce qu'en même temps, ces martyrs-là disent être victimes de votre politique. Donc, de quelle politique? Ils vous en veulent. Qui vous? Vous n'avez pas entendu le message? J'ai entendu que les victimes du coup d'État appellent à ne pas marcher. Oui. Nous avons dit, bon, soit au Burkina Faso, c'est la démocratie. Ils ont été victimes à un moment donné. Mais ici, il y a également des victimes. Je pense que l'attitude la plus responsable qu'ils auraient pu faire, c'est d'appeler à aller au moins en mémoire des martyrs. S'ils ne veulent pas venir, c'est que peut-être ils sont poussés par d'autres objectifs. Mais il ne nous appartient pas d'aller chercher
d'autres personnes. Nous avons lancé globalement. Et il y en a qui sont sortis, il y en a qui ne sont pas sortis. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas sortis que nous allons nous plaindre. Peut-être s'ils étaient venus vers nous en nous posant davantage de questions, ils auraient compris l'objet de notre marche. Et peut-être qu'ils se seraient mêlés. Mais ce n'est que partie remise. Peut-être plus tard, la responsabilité peut être également de notre côté. C'est à nous également d'aller vers les uns et les autres. Mais vous avez vu ce que les partis majoritaires ont organisé. Des commerçants qui sont venus de nulle part, qui se réunissent en disant l'association des commerçants, le syndicat des commerçants demande à ne pas marcher, l'association de ceci, cela. Tout cela, c'était des actes qui devaient, en fait, démobiliser la marche. Peine perdue. Peine perdue. Parce que le CFOP et les partis membres du cadre de concertation CFOP mobilisent aujourd'hui. Ils sont sortis. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça qui donne une satisfaction au CFOP que je suis. Et nous continuons toujours la lutte jusqu'à ce que la paix revienne au Burkina. Alors, à quand votre retour sur la table du dialogue politique? Nous allons très bientôt tenir une réunion au niveau du cadre de concertation. Nous allons analyser cela. Et puis nous déciderons, vous serez informés. Mais déjà, ce qui a eu lieu comme réaménagement à l'intérieur, c'est vrai que vous êtes prononcé là-dessus, mais après la marche et avec ce qui s'est passé, je dis bien, nous voulons savoir maintenant quelle est votre position là-dessus. Mais je l'ai déjà donné. Vous l'avez déjà donné, mais les choses évoluent, puisqu'après il y a des rencontres, après il y a des bilans. Quelles rencontres? Il n'y a pas eu de rencontres avec le ministre. Moi, je ne savais pas que vous ne êtes pas encore rencontré, c'est à vous de le dire. Vous voulez voir, je me suis exprimé la semaine dernière. Oui, mais aujourd'hui, la semaine dernière, c'est lundi. Écoutez, et puis nous étions dans la marche, nous étions en train de préparer. Oui, mardi. Nous étions en train de préparer la marche. Mais cela ne m'empêche pas de donner encore mon avis, si vous voulez. Nous avons dit que ce n'est pas un ministre délégué. Nous souhaitons qu'il ait les coudées franches pour agir en tant que militaire spécialiste de la guerre. Nous aurions voulu un ministre d'État chargé de la défense et la guerre. Parce que nous sommes en guerre. 6 ans de guerre sans un ministre attitré, ça pose problème. On met un ministre délégué auprès de la présidence. S'il a pris sa responsabilité, c'est très bien. C'est un chef d'État, il a assumé. Mais il prend un risque, parce qu'il faut que réellement ça s'arrête. Si ça ne s'arrête pas, nous allons donner encore de la voix. Nous allons soutenir, et nous avons dit clairement que nous allons soutenir toute initiative du gouvernement tendant à combattre le terrorisme, à bouter les terroristes hors de nos frontières, que ce soit le ministre délégué, que ce soit le ministre de la Sécurité. Mais nous attendons de regarder, de voir. Ils viennent de faire une petite réforme, un réaménagement gouvernemental. On va observer. Ce qui importe pour nous, c'est faux. Ce qui importe pour le peuple burkinabé, c'est de vivre la paix, enfin. Et parce que vous savez que cette guerre a des conséquences énormes sur le plan économique et sur le plan social. Et nous ne pouvons pas vivre une guerre aussi longtemps possible encore. D'accord. Il y a un message qui devait être remis au gouvernement lors de la marche de Ouagadougou. Finalement, ce message n'a pas été remis. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Non, le message, c'est-à-dire que c'est une question d'organisation. Le comité d'organisation a envoyé la lettre en retard. Et donc, le comité d'organisation a fait son autocritique. Mais la note que nous devions remettre, c'est le discours que j'ai lu devant tout le monde et que vous avez retranscrit. Est-ce que ça ne donne pas raison à ceux qui pensent qu'il y avait de l'impréparation dans cette marche? Il y a eu de la précipitation. Pas du tout. Nous avons choisi de faire une marche en 5 jours. Nous savions. D'aucuns est sorti dire que de l'histoire du Burkina Faso, on n'a jamais fait une marche. Et réussir une marche en 5 jours, c'est un défi. Je m'appelle Idi Komboïgo. Dites-leur, plus jamais cela. C'est qui? Non, vous le savez. C'est votre identifier pour que nous le portions le message. Au tribunal, on donne des noms. Non, vous l'identifiez, nous c'est votre ami. Non, je ne suis pas là pour pour lui donner des noms de qui que ce soit. Tout le monde sait qui. Voilà. Vous l'applaudissiez d'ailleurs. Et vous avez dit ici,
est-ce que vous n'avez pas peur, en 5 jours on ne peut pas. Vous-même vous l'avez dit, je viens vous le démontrer, Bernard Bougma et Juge Vaya, que ça s'est réalisé avec succès. Et demain, je vous dis une chose, même en 48 heures, nous sommes capables de faire bouger ce pays-là. Retenez-le, nous n'avons aucun doute. Seulement, j'ai dit, pour la question administrative qui était d'informer le Premier ministre d'informer sa sécurité, organiser une sécurité à la place de la nation, au rond-point des Nations Unies, pour que l'on vienne lui remettre. Cela a manqué un peu, on s'est pris un peu tard. C'est ce qui s'est passé. Mais bon, écoutez, moi je peux envoyer la lettre directement même au chef de l'État par écrit, voyez-vous. Je me rappelle aussi de l'article de lefaso.net sur la marche, et il y avait une question qui avait été posée au président du comité d'organisation, M. Sanou, et il a dit qu'il était relativement satisfait. Et on lui a demandé, mais c'est quoi le point de satisfaction? Il dit c'est une cuisine interne et qu'il va le retourner à ceux qui l'ont mandaté. Il vous a dit le point de satisfaction de la marche? Et il a dit ça où? Sur lefaso.net. Je voulais que je vous relise. Non, attendez. Il y a au moment, vous savez, lorsque nous avons lancé la marche, donc on dit, on sort à quelle heure? Ok. Je leur ai dit, si la marche va commencer à 10 heures, connaissant les populations, il faut dire 8 heures. Parce que les gens prennent du temps, ils sont loin, ils vont venir avec un retard. Si vous leur dites 10 heures, il y en a qui vont venir avec un retard toujours. Donc nous savions que nous allons sortir à 10 heures. Ils étaient là-bas depuis 6 heures pour aménager. À partir de 8h, 8h30, la mobilisation n'était pas aussi effective que ça. À ce moment, les journalistes étaient là, puis il était 8h, il n'y a pas beaucoup de monde, ils ont commencé à interviewer. À ce moment, il dit, sur la mobilisation, c'est une satisfaction relative. Il dit, mais pourquoi? Parce que vous avez dit, même si c'est 10 ou 1000 personnes qui viennent ici, l'essentiel, c'est que le message passe. Mm-hmm. Mais vous avez vu que lorsque le chef de file de l'opposition est arrivé avec les présidents des partis, tous ceux qui étaient sous les limiers, ils sont venus. Et vous avez vu la foule. Donc, il ne faut pas chercher à dire, ce n'est pas une insatisfaction liée à autre chose, c'est sur la mobilisation prise à 8h30. C'est une appréciation du moment. Voilà. D'accord, mais j'ai une dernière question, comme je sais qu'on est en train d'aller vite. Moi, quand je regarde, il y a une forte mobilisation à Ouaga, il y a une forte mobilisation dans beaucoup de villes du Burkina. En tout cas, la plupart des villes où il y a pu avoir marche, on a senti cette mobilisation qui était très forte là. Et je pense que nous avons passé donc ces éléments-là dans nos différentes sessions d'information. Mais moi, il y a une question qui me taraudait un peu l'esprit. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On est à quelques mois seulement après des élections, au cours desquelles il y a Roch qui a été adoubé, le président aujourd'hui. Mais je me dis, mais c'est l'opposition, mais certains partis d'opposition qui ont échoué à transformer ces attentes-là d'un point de vue marketing politique, au regard des propositions qui sont les leurs, à intéresser vraiment cette masse-là à ce qu'elle proposait, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Si autant de personnes sont prêtes à suivre et à dire que les propositions de celui-ci ne sont pas bonnes, comment est-ce que dans les urnes ça n'a pas pu se traduire autrement? Est-ce que ça ne vous vient pas aussi en tête? Non, il faut lui demander, c'est lui qui doit gouverner le pays. Nous observons. Depuis 2016, nous avons dit qu'ils n'ont pas de stratégie. Et leur lutte antiterroriste, d'abord leur diagnostic, ils ont fait un mauvais diagnostic, et leur stratégie, on ne voit pas les résultats. Ils ont passé tout leur temps à accuser des partis en disant qu'ils veulent revenir au pouvoir. Nous leur avons dit, il a fallu que je donne de la voix pour que certains présidents de partis reculent en 2018-2019. Et aujourd'hui, on est rattrapé par la réalité. Mais vous n'arrivez pas à capitaliser ces insatisfactions-là. On n'a pas capitalisé comme ça. Parce que les élections ont montré que... Bon, attendez, vous ne voulez pas que je revienne sur les élections. Vous le savez. Vous voulez qu'il y ait encore Roch pour que je dise la vérité. Bon, d'accord, on a déjà dit. Passons. D'accord. Alors, j'ai posé la question hier, je vais vous la reposer. Après l'épreuve de la rue, quelle est la suite au niveau du CEFOP? Non, c'est le terrain qui commande la manœuvre.
Vous voulez demander si nous allons continuer de sortir? Non, je pense qu'il y a quand même... nous avons été partiellement entendus par le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a fait une réforme un remaniement dans son gouvernement. Nous attendons de voir si demain les fusils arrêtent de tirer à nos frontières, si nous n'avons plus de morts, si la paix revienne, si on arrive à réinsérer les populations dans leur village et dans leur localité, nous allons applaudir. Et nous allons demander même de sortir pour marcher, pour le soutenir dans ce cas. Mais si c'est le contraire, nous allons sortir pour marcher et lui dire encore, attirer son attention. D'accord. Dernière observation peut-être. Dans les autres localités, il n'y a pas eu les représentants officiels du chef de file de l'opposition. Il y a quoi, on en a vu. Qui ont été les représentants qui ont bougé du CFO pour aller vous représenter dans les autres localités? Non, nous avons trouvé une organisation que, à partir du moment où c'est le chef de file de l'opposition, c'est le président du CDP, nous avons souhaité à l'unanimité, en accord avec les membres du cadre, que ce soit le CDP, les SG des sections provinciales qui organisent également dans ces zones-là. Ça a été accepté par tout le monde. Il y a un représentant officiel du chef de file de l'opposition. Ah bon? En tout cas, ce que nous avons pu avoir, on a vu M. Tapsoba qui était à la marche. M. Tapsoba a été invité. Effectivement, on m'a... Mais c'est mieux représentant du chef. Non. En tout cas, dans les infos que nous avons vues, c'est mieux représentant. J'ai reçu une invitation de la section de Yako en disant « Venez ». Mais comme j'ai beaucoup travaillé toute la semaine en voyageant, en revenant, j'étais un peu fatigué. Et pour ne pas refuser, mon vice-président est parti. Vous invitez parce que vous êtes le président du CDP ou bien parce que vous êtes natif de Yako? Ils m'ont invité parce que je suis natif de Yako. Ok, c'est bon. Vous êtes natif de Yako aussi, non? Il n'y a pas de polémique à faire. J'ai posé juste une question. Puisque je pose la question parce qu'il y a eu plusieurs localités. Si vous n'avez reçu l'invitation que pour Yako, je voulais savoir si c'est parce que vous êtes le président du CDP ou bien vous êtes natif de Yako. Maintenant, si vous dites que c'est parce que vous êtes natif de Yako, c'est bon. Si vous dites également si c'est parce que vous êtes président du CDP, c'est bon. Moi, je ne veux pas. C'est une réponse que je voulais. Je suis président du CDP dans les 45 provinces nationales. Je suis natif de Passoré. Mais les autres ne vous ont pas invité pour ça. Oui, mais il n'avait pas trouvé de m'inviter. Parce que quand j'ai vu le représentant du chef de file de l'opposition, alors que je ne l'ai pas vu ça dans les autres localités, j'étais curieux de savoir pourquoi. Maintenant, vous dites que c'est parce que vous êtes natif que vos siens vous ont invité. Il n'y a pas de problème. Bon, d'accord. Ok. Notez-le. Merci Eddy Komboego, chef de file de l'opposition, d'être passé sur ce plateau avec vous. Nous sommes revenus sur la marche des 3 et 4 juillet avec vous. On a vu en tout cas votre bilan. Vous avez donné vos éléments de satisfaction et la suite, ce qu'on peut envisager après ces marches-là. Merci d'être passé. Merci aussi, monsieur le juge, pour ces différentes clés de lecture. On se donne rendez-vous demain pour faire la même chose, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM.